14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio, nous allons passer ces 2 heures ensemble et ça va nous permettre de comprendre à quel point la sexualité va évoluer au fil du temps. Alors c'est quelque chose qu'on comprend bien et en tout cas qu'on accepte même très bien lorsqu'on évoque la sexualité à la sortie de l'adolescence et puis ensuite lorsqu'elle a atteint une certaine maturité. C'est normal puisqu'on n'apprend pas à faire l'amour, donc il faut quelques travaux pratiques pour pouvoir être dans le coup. Mais ce qui est plus complexe, c'est que notre sexualité va continuer à évoluer au fil du temps et il y a même un temps où il sera préférable justement de l'aider à se modifier cette sexualité. C'est ce dont on va parler avec Philippe Arlin, qui est mon invité, qui est sexothérapeute, et on va évoquer ce changement nécessaire qui n'est pas toujours si bien accepté lorsque l'on devient senior. Et c'est tout particulièrement vrai pour les hommes qui, en effet, à l'approche d'un âge certain, doivent apprendre à faire l'amour différemment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune raison d'arrêter sa sexualité. Il y a juste des adaptations et c'est parce qu'on n'accepte pas ces adaptations souvent que malheureusement la sexualité s'arrête. Vous avez envie d'en parler, vous avez envie de témoigner ou de poser vos questions, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. Alors c'est vous, Philippe Arlin, qui m'avez proposé d'aborder ce sujet en tant que sexothérapeute. Je suppose que vous êtes confronté à des patients justement qui, à un moment donné, la performance, ça marche plus très bien, il faut passer à autre chose. Oui, et puis quand on parle de la sexualité, on parle souvent de la ménopause qui touche les femmes et j'ai envie de dire, chez les hommes, on va avoir plein de choses en vieillissant. Il va falloir qu'on gère notre prostate, va falloir qu'on gère éventuellement l'état de nos érections. Il y a quelque chose qui risque d'arriver. Je trouvais que c'était important de pouvoir en parler parce que ça va venir impacter la sexualité des hommes. Donc, dans un premier temps, il y a les pannes d'érection qu'on va avoir, mais dans le courant de notre vie, qui ne sont pas touchés par l'âge. C'est ce que disent tous les urologues. Un homme va connaître une panne d'érection à un moment donné dans sa vie. Ça n'existe pas l'homme qui n'aura jamais connu de panne. Oui, voilà. Bon, alors, il y a la panne une fois et qui ne se répète pas. Et puis, il y a quand ça devient chronique parce qu'on se prend la tête dedans. Et puis, il y a ce vieillissement. Donc, vieillir quand on est un homme, ça demande, je trouve, une certaine discipline de santé. La sexualité, ça s'entretient, et il n'y a pas que chez les femmes que ça s'entretient. Nous, les hommes, on a tout intérêt à prendre soin de notre santé au niveau sexuel et aussi à commencer à adapter notre sexualité parce que, oui, il y a un moment où très naturellement, même s'il n'y a pas de problème, que ce soit de prostate ou très naturellement, on ne sera pas aussi performant, l'érection ne sera pas toujours aussi ferme et pas toujours au rendez-vous. Et oui, il existe des petites pilules, mais penser que notre sexualité doit se résumer à ça, c'est dommage. Il existe plein de choses, mais il ne faut pas absolument ne penser que érection, pénétration. Alors, voilà. Il y a aussi une chose dont on parle peu mais qui est importante. Je sais qu'il y a des hommes qui ont tendance à éjaculer un peu trop vite et qui souvent utilisent comme technique la masturbation avant un rapport pour pouvoir ne pas éjaculer trop vite. Et ça aussi, il y a un âge où l'érection, elle revient pas aussi vite et c'est en amont qu'il faut penser à ça. Et il y a un âge où la masturbation reste évidemment une pratique tout à fait agréable, mais il y a un âge où si on se masturbe, il y a un âge où je dis il faut choisir entre la masturbation et l'acte sexuel parce que on va pas avoir, on va le dire en mots simples, on va pas avoir l'énergie pour les deux. Donc effectivement, il y a plein de petites choses comme ça qu'il va falloir savoir adapter de façon à ce que l'arrivée à l'âge, j'allais dire à l'âge adulte, non, à l'arrivée à l'âge plus qu'adulte, ne soit pas un échec avec, pour certains, un arrêt de la sexualité, mais au contraire quelque chose qu'on arrive à accompagner et qui permet d'avoir des rapports parfaitement épanouissants, quel que soit l'âge. J'imagine que vous la connaissez, cette petite blague, quand un homme de 18 ans, c'est matin, midi et soir. À 35-40 ans, c'est mardi, mercredi, samedi. 70 ans, c'est en mars, en mai et en septembre.
Et à 90 ans, c'est mes meilleurs souvenirs. Vous la connaissiez, non? Non, je la connaissais pas, celle-là. Elle est pas mal. Oui. Alors, c'est de l'humour, évidemment. Hein, oui, mais bon, en effet, le matin, midi et soir, ça dure pas très longtemps. Hein. Non. Non. Et puis plusieurs fois dans la même nuit, nos aventures héroïques. Alors. C'est pas ce que demandent les femmes d'ailleurs en plus. Déjà, c'est pas ce que demandent les femmes. Et là aussi, il faut le poser ici. On est très inégaux, nous les hommes, par rapport à nos potentiels sexuels. C'est-à-dire que les femmes aussi, bien sûr, mais il y a des hommes qui très naturellement vont garder cette capacité assez longtemps d'avoir plusieurs rapports dans une journée, ou en tout cas plusieurs éjaculations dans une journée sans que ça pose problème. Et il y a des hommes qui, dès l'âge de 20 ans, ils l'ont fait une fois, ça va quand même mettre du temps à remonter. Alors ça sera pas comme à 70, mais donc voilà, il faut aussi faire avec ce qu'on a. On sait de quoi ça dépend, non? Alors, je pense qu'il y a des études qui sont faites, mais dans ce qu'on peut répondre, en tout cas, ça ne dépend pas de la testostérone. Parce qu'il y a des tests de fait. La testo, elle va plus jouer sur la libido que la compétence. On va vraiment être. D'ailleurs, on voit bien. D'ailleurs, quand il y a un manque de testostérone, c'est souvent des hommes qui sont fatigués et qui sont. C'est un manque de goût aux choses. Qui perdent l'appétit de vivre. Oui. Voilà. C'est la premier symptôme du manque de testostérone, c'est plus la fatigue. C'est ça. Alors après, secondairement, on finira par peut-être le voir au niveau des érections, mais sur un problème d'érection, c'est pas la testostérone qu'il faut aller doser en premier, parce que ça va pas être une réponse. Mais non, il y a énormément de facteurs qui jouent dans l'érection, dont un facteur forcément génétique, un facteur musculaire, parce qu'on va beaucoup en parler. Il y a le périnée. Et on n'a pas tous des périnées aussi blindés les uns que les autres. Il y a des prostates qui sont pas les mêmes, qui s'enflamment plus vite que d'autres, mais quand on parlait, on a fait une émission ensemble sur le plaisir de la prostate, on l'a dit et je le répète ici, là aussi on n'est pas égaux. Certains hommes vont avoir un accès au plaisir prostatique très facile, d'autres pas du tout. Donc il y a aussi dans nos constructions, alors peut-être qu'en avançant, la science nous donnera une explication précise. Est-ce utile? Je ne sais pas. Mais on n'est pas égaux, je pense, dès le départ, ne serait-ce que par rapport à l'érection. Et alors la question qu'il faut aussi se poser, c'est une question de couple. Parfois, oui, il y a une différence, c'est-à-dire que la femme, elle, va plutôt améliorer, si je puis dire, sa sexualité après 40-45 ans. On sait que beaucoup de femmes sont à 45-50 ans très très actives sexuellement, et l'homme est un petit peu en train de diminuer. Donc parfois, ça permet justement de se retrouver. Mais ça, c'est aussi une histoire de couple, quoi. Comment on envisage sa sexualité dans les prochaines décennies, c'est important d'en parler. Et ce qui est important, c'est que justement, ce tournant qui est la ménopause pour la femme devrait permettre aussi à l'homme de réfléchir à un tournant dans sa sexualité, c'est-à-dire à condition que les deux aient à peu près le même âge, évidemment. Mais je trouve que autour de 50 ans, c'est vraiment là que ça se questionne. On n'est plus sur la performance. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en avoir, mais on n'est plus sur la performance. Le chemin du plaisir pour la femme va être plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là, mais il passe ailleurs. Et donc, ça peut être bien, nous les hommes, qu'on s'adapte à ça, et en s'adaptant, justement, qu'on construise une nouvelle sexualité à deux, sur peut-être un autre rythme et une autre manière de faire et de prendre du plaisir. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que bien sûr, on s'adaptera à une autre sexualité si on change de partenaire, mais même avec la même partenaire, à un moment donné, c'est bien aussi d'adapter sa sexualité avec le temps qui passe. Oui. C'est un peu le sujet, oui. Le fil rouge de cette émission. Le fil rouge d'aujourd'hui, oui. On fait une petite pause, Philippe Arlin. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous, bien sûr, 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et nous évoquons la sexualité masculine au fil du temps qui passe. Simon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez 63 ans, le fameux défi uranien. Bonjour, bonjour Simon. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Simon.
Bonjour. Oui, effectivement, 63 ans pour un homme, et pour en revenir au sujet de l'émission, c'est un tournant. Mais pour une femme aussi, 63 ans, je le disais, c'est le défi uranien, c'est-à-dire que c'est un moment où il est temps de prendre conscience, c'est bien qu'on n'est plus dans une jeunesse éternelle et qu'il faut un peu s'assagir, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il faut rentrer dans sa caverne et ne plus en sortir. Non, j'ai 63 ans et je ne rentrerai pas dans ma caverne. Mais je ne sais pas ce que je vous dis. Donc c'est Simon, allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce que vous nous... Eh bien, nous, voilà, ça fait 30 ans que nous sommes mariés et notre sexualité, tout au long de ces 30 ans, a été évolutive. Alors bien sûr, on démarre tout feu, tout flamme. Et puis, la vie fait que les difficultés de la vie, les enfants, etc., la sexualité se modifie, comme la vie. Et il faut savoir l'adapter. On s'était mis un peu des règles au début de notre relation au niveau de la sexualité, en se disant que on serait d'une transparence totale, l'un envers l'autre. Et 30 ans après, on est toujours dans cette transparence totale, avec bien sûr une évolution de notre sexualité. Je dirais même que on aurait presque une sexualité plus épanouie maintenant qu'elle l'a été au début. Oh sans doute, je pense que quand vous aviez 30 ans, c'est encore c'est encore une époque où on ne sait pas encore exactement qui on est. En revanche, je suis surprise que cette transparence soit toujours là et qu'il n'y ait pas eu parce que c'est quand même assez rare de pouvoir tout se dire pendant 30 ans. Eh bien, c'est un peu c'est notre fierté, c'est notre privilège. Mais vous pouvez, oui. On avait basé notre couple, elle a été cette transparence autant sur la sexualité que sur notre vie sociale, bien entendu. Oui, je pense que c'est une marque de respect qu'on se fait mutuellement. C'est une marque de respect qu'on se fait mutuellement, de dire voilà, j'apprécie telle chose, j'apprécie moins telle chose. Mais est-ce qu'on parle de transparence? Parce que transparence, ça veut dire qu'on se dit exactement tout. Je suis pas sûre. Enfin, moi, je suis pas pour de toute façon la transparence. Mais après tout, pourquoi pas? Si vous avez tous les deux décidé de partir sur cette base-là et que ça a marché, j'ai pas. Tant mieux. Mais ça veut dire quoi? Alors, parce que communiquer, c'est pas de la transparence. C'est se dire ce qui ne va pas, etc. Mais c'est pas aller raconter tiens, aujourd'hui j'ai trouvé ma collègue très sympathique. Non, pas. Vous voyez, c'est ça la transparence. Bien sûr, oui, j'ai pas à ce point-là. Quand je parle, c'est cette communication qui est de l'intime. D'accord. Qui nous regarde tous les deux. D'accord, oui, d'accord. Voilà. Et donc on a et à ce jour oui, je peux je suis épanoui, je pense que mon épouse l'est également parce que on a su évoluer dans le temps avec les moyens qui nous ont été donnés par rapport à la sexualité, c'est-à-dire l'arrivée bien sûr des jouets, l'arrivée des supports, que ce soit érotiques ou pornographiques, l'évolution des mœurs, on l'a adopté un peu à notre couple. Oui, parce que vous me parlez de 30 ans, donc vous vous êtes connus en 1995, si je fais un calcul rapide. C'est vrai que les jouets, c'est 2005, 2010, c'est assez récent finalement. Et ça a apporté beaucoup de fantaisie au couple. Je pense que ce qui tue un couple, entre autres, c'est la monotonie. Nous, on s'est dit à un moment, si on continue comme ça, on va devenir deux potes qui vivent ensemble. Alors on s'entendra très bien, mais il se passera plus rien au niveau sexuel. Et d'un commun accord, bien sûr, on s'est dit, il est hors de question que ça se passe comme ça. Donc, quand je parlais de communication, on a petit à petit, tout se fait pas en un clin d'œil. Petit à petit, on a évolué vers des choses à se dire, tiens, moi, il y a telle chose qui m'attire, il y a telle chose que j'aimerais voir, telle chose que j'aimerais faire. Et puis petit à petit, on a remodelé notre sexualité pour continuer justement, et surtout pas devenir des copains qui dorment dans le même lit. Et on a basé notre avancement sexuel comme ceci.
Mais c'est vraiment ça qui est important, c'est que moi j'avais un petit peu initié par rapport aux éventuelles problématiques physiques qui pourraient se présenter à nous les hommes en vieillissant, mais là où vous apportez des éléments supplémentaires, c'est que vous avez fait évoluer votre sexualité, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, que ça soit pour des raisons physiques ou d'autres, eh bien vous les intégrez au fur et à mesure parce que vous en parlez, parce que vous n'hésitez pas à vous servir d'un jouet, d'autre chose. Et c'est ça qui est important. Bien vieillir dans sa sexualité, c'est être capable de s'adapter au changement. L'ennemi de la sexualité, c'est de vouloir continuer à faire la même chose tout au long de sa vie. Et ça, on sait que ça sera pas possible, et ça sera pas possible pour des raisons physiques, ça sera pas possible parce que il y a un moment aussi peut-être la partenaire ou le partenaire n'aura pas envie de continuer, et donc voilà, et je trouve ça très intéressant, votre manière de vous être adapté un peu à l'ère du temps, à l'érotisme, aux accès aux supports éventuels pornographiques, aux jouets, à différentes choses. Et je crois que c'est ça aussi, s'adapter. Après, il y a la réalité des corps qui évolue, mais si vous êtes dans cette communication, je pense que ça sera très facile à intégrer. Je pense que ce qu'on perd, j'allais dire, en vigueur, on le gagne en expérience. C'est exactement. C'est vraiment ça. Absolument, c'est exactement ça, bien sûr, bien sûr. Mais quand vous avez, quand on a la chance, et c'est visiblement votre cas, quand on a la chance tous les deux de pouvoir parler assez librement de sa sexualité, a priori tout est possible. Hein. On a surmonté, par exemple, la période de ménopause. Nous, la ménopause, on s'est adapté à la ménopause. On l'a pas rejeté ni mis de côté. On s'est adapté. Oui, il y a des changements chez la femme. Chez l'homme, oui, on vieillit et voilà, Mais il faut toujours garder ce côté de dire on ne lâche rien. De toute façon, on est là, c'est du plaisir. La sexualité, c'est un plaisir. Donc voilà, il faut rester dans cette optique en disant on va s'arranger. Oui, on n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans, mais un jour on en aura 80 et j'espère qu'on sera encore actif. Mais il n'y a pas de raison, hein. C'est tout à fait possible. La capacité à s'adapter, c'est l'art de savoir vieillir. Parce que oui, il y a des choses qui vont, parce que c'est un pluriel, qui vont changer, qui vont s'arrêter. Il faut accepter de perdre, mais il faut accepter de s'adapter. Et comme vous le dites, c'est parce qu'on accepte ça qu'on reste actif. Et en tout cas, le plaisir, on le perd pas, lui. Il y a un truc qui vieillit pas, c'est la capacité à prendre du plaisir. Sachant quand même que, on l'a dit pour l'érection, parfois elle est un peu plus lente à venir, et pour la femme, parfois la lubrification peut être un peu plus lente, ça dépend encore une fois des cas, hein, mais parfois l'orgasme est un peu plus long à venir, ça va dépendre des personnes, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est d'y arriver, c'est tout. Et puis on va juste le replacer pour nos auditeurs, on peut aussi avoir une éjaculation sans érection, c'est-à-dire que le plaisir peut aussi être pris sans érection. C'est-à-dire que quand je disais ce plaisir, il continue à être là. Il n'est pas aussi facilement accessible, mais il continue à être là. Qu'il y ait une érection, qu'il n'y en ait pas, voilà. Et ça, c'est important. Donc, j'aime bien votre phrase. On continue à être actif. Oui, quel que soit l'âge. Et ce qui est important aussi à comprendre, et ça c'est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes, c'est que quand on a 18 ans, 17 ans, le moindre truc va nous exciter parce que c'est tout nouveau. Et puis avec le temps, il faut en effet trouver d'autres moyens de s'exciter parce que c'est pas... Faut rajouter un peu de sel. J'imagine que votre femme, vous la connaissez par cœur. Vous avez... Alors qu'au début, quand elle vous montrait un sein, ça vous excitait plus que... Mais aujourd'hui, c'est l'amour et tout le plaisir que vous obtenez ensemble qui fait que ça marche encore. Voilà. Bon, il n'y a pas une chose qui marche pour tout le monde. Hein. Bien sûr, tout le monde s'adapte. C'est clair. Tout le monde visualise. On vit maintenant dans une société où plein de choses sont apparues qu'on n'avait pas avant. Du moins, c'était caché. On avait honte de le dire. Maintenant, on est dans une société libertine. Il faut se l'avouer. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller se perdre non plus. Non, mais vous avez, je crois que vous avez tous les deux eu envie que votre couple fonctionne et vous avez compris que la sexualité, c'est quand même quelque chose qui fait fonctionner le couple.
Ah, tout à fait. Je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle les ciments du couple. Mais absolument. Sans la sexualité permet d'exprimer encore plus de choses qu'on ne le fait dans la communication. Mais Simon, excusez-moi, mais quand l'autre nous fait jouir, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus de quelqu'un que la jouissance? Enfin, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs ces femmes qui se refusent alors qu'elles ont envie que leur couple continue. Pourquoi elles refusent qu'on leur donne la jouissance? Enfin, Parce qu'elles ne la vivent pas comme une jouissance. Tout est la question, oui, effectivement. Je sais bien. Mais vous voyez, Simon, c'est bien sûr que c'est le ciment du couple. Mais il faut de l'amour, parce que sinon, on n'a pas envie de faire jouir l'autre. Et c'est là où on voit toute la différence entre la sexualité et de l'amour. Ou d'accepter que l'autre nous fasse jouir. Parce que c'est souvent un rapport de force. Recevoir est difficile. C'est ça le problème quand la sexualité ne va plus très très bien, c'est des rapports de force. Puisque tu m'as fait ça, tu ne me feras pas jouir, mais on se punit soi-même, bien sûr. Ben, vous avez tout compris, Simon. Merci. Non. Si. Le reste, vous le comprendrez au fur et à mesure. C'est ça qui est chouette, c'est que vous savez grandir avec votre sexualité et avec le temps. Oui, il vous reste 30 ans pour comprendre ce que vous n'avez pas encore compris. Tout va bien. Vous y arriverez. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, avec Dessy, on peut refaire le couple. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Philippe Arlin, c'est un Love Conseil parce qu'avec Dessy, on peut sauver le couple. On en parlait hier avec vous, puisqu'on parlait de la thérapie de couple. De temps en temps, c'est important de faire un bilan de couple. Et bien, c'est ce que je vous propose sous forme de jeu. Vous êtes tous les deux et vous allez vous amuser à faire avec Dessy. Par exemple, avec Dessy, si on se retrouvait dans un autre pays, quel pays on choisirait ? C'est intéressant parce que vous allez peut-être pas être d'accord et vous allez défendre vos arguments l'un l'autre et ça fait une vraie communication sur un sujet qui est un petit peu extérieur. On a dit communication, pas engueulade. On a dit communication, on est bien d'accord. Si vous étiez sur une île déserte, comment vous vous organiseriez tous les deux ? Est-ce que vous construiriez un bateau pour vous sauver ? Est-ce que vous chasseriez les mouches ou je ne sais quoi ? Parce que qui mange l'autre ? Ou qui mange l'autre, pourquoi pas. Si vous étiez perdu dans une forêt, si vous deviez adopter un animal, quel animal vous adopteriez ? Si vous deviez faire un autre métier, quel métier vous choisiriez ? Alors tout ça c'est relativement anodin, si je puis dire. Enfin, il y a déjà de quoi faire. Si vous gagneriez au loto, qu'est-ce que vous achèteriez ? Alors là, c'est peut-être moins... Ça risque d'être un peu conflictuel, là, peut-être, si on met de l'argent... mais vous voyez, on peut partir comme ça très loin dans les si. Et puis, alors, il y a deux si qui me paraissent intéressants. Je ne sais pas quel âge a le couple, et on s'en fout. Mais si vous aviez à nouveau 20 ans, comment vous commenceriez votre vie ? Et si vous aviez tous les deux 80, qu'est-ce que vous feriez encore ? Voilà. Mais je peux en ajouter, je peux faire... Mais vous trouvez pas que ça peut être intéressant ? Mais dès qu'on le fait sur le sens de la curiosité et surtout pas sur la peur de mesurer nos différences, parce que... oui. Voilà. Mais oui, mais c'est... Il y a toujours deux manières de regarder une pièce. Mais si on le fait dans le sens de la curiosité, bien sûr, c'est très riche. Parce que ça permet de se redonner le droit de rêver, de partir, d'imaginer ce pays où on serait, cette île, ce qu'on ferait ensemble. Ouais. Oui, c'est juste faire fonctionner un peu son imaginaire qui permettra de découvrir l'autre. Voilà. Puis on fait pas. Et si tu me trompais, ce serait avec qui ? Non, on va éviter les si. Voilà. Sauf si vous êtes très très à l'aise, pourquoi pas. Mais c'est voilà. Un petit peu de quoi communiquer ce week-end. Joris, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Joris. Merci de prendre la parole, on vous écoute, allez-y. Eh bien, avec joie. Écoutez, moi j'ai Est-ce que vous avez un haut-parleur ? Parce que si c'est le cas, il faudrait le couper parce que ça vous entend beaucoup en écho. Alors, j'étais sur des oreillettes, je vais passer. Parce que c'est vrai. Comme ça ? Je crois que c'est mieux comme ça. C'est mieux pour nous, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. On vous écoute, allez-y. Alors moi, le sujet de la sexualité, il a été très en lien aussi avec mon passé traumatique. Et je l'expérimente de plus en plus avec
avec les hommes que je peux accompagner, c'est le trauma, c'est pas quelque chose qui est forcément un choc abominable. C'est quelque chose qu'on a tous vécu dans nos relations, qu'on peut appeler des traumas d'attachement. Et à cet endroit-là, moi, j'ai été beaucoup blessée et ça a créé un grand vide. Je me suis beaucoup spécialisée dans le trauma. Je vais pas rentrer plus dans le détail, mais ça veut dire quoi, des blessures d'abandon, Écoutez, un enfant, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'un attachement sécure, donc c'est savoir que son parent peut être là à tout moment. Oui, il a besoin d'amour et de sécurité, oui. Et d'authenticité, c'est-à-dire pouvoir exprimer ses émotions et être accueilli dans ses émotions. Oh, là, vous devenez exigeant, hein, Joris. Je pense que c'est exigeant, mais non, mais j'entends ce que vous dites, mais en même temps, attention, parce que un enfant a besoin d'amour et de sécurité, hein, d'amour pour grandir et de sécurité pour se sentir en sécurité. Après, bien sûr que l'idéal c'est d'être compris dans ses émotions, mais ça, il faudrait déjà que les adultes se comprennent dans leurs propres émotions. Donc là, vous mettez la barre. Je vous assure que vous mettez la barre très très haut. À travers les émotions, c'est surtout être accueilli. Oui, donc se sentir aimé et être en sécurité. C'est ça, voilà. Oui, d'accord. Et donc, on va tout faire pour préserver le lien, quitte à se couper de nous-mêmes pour préserver ce lien, parce que sinon on est en danger de mort si on n'a plus de lien avec le parent. Et ça, on a tous vécu. Et quand on se coupe de nous-mêmes, il y a une forme de dissociation, il y a une forme de vide qui s'installe, et il y a plein de comportements compulsifs qui peuvent s'installer. Et ces comportements compulsifs peuvent prendre des formes d'addiction, de l'addiction à la nourriture, et entre autres aussi avec la sexualité. Beaucoup d'hommes vont se tourner vers la pornographie, la masturbation, et même moi j'ai traversé ça. Bien sûr. Des moments où quand il y avait un vide en moi et que j'étais seul, la masturbation a été un refuge. Et donc, mais de toute façon, l'éjaculation a un effet anxiolytique. Hein, c'est apaisant. Donc oui. Exactement. Et on croit remplir un vide, effectivement. Et dans le monde du trauma, ça a été prouvé que le trauma a, même si c'est pas un trauma en lien avec la sexualité, a une répercussion sur la sphère sexuelle. Et dans mon parcours de guérison des traumas à travers un travail thérapeutique, un travail à travers le corps, plus j'étais en paix avec moi-même, plus je me sentais rempli, et moins il y avait ce vide. Et moi, j'avais besoin, en fait, automatiquement, de combler ce vide. Et combler ce vide, ça pouvait être à travers la masturbation, mais ça pouvait être aussi à travers les relations sexuelles avec ma partenaire. Et il n'y avait pas de relation, en fait. Il y avait surtout une certaine forme de décharge, d'être nourri à un endroit où c'était profondément vide. Et le fait d'avoir fait ce chemin, de me reconnecter à moi-même, d'être tranquille, en paix avec moi-même, ça m'a vraiment permis de goûter une sexualité où il y avait de la relation, il y avait de la connexion. Et comme on a été profondément... Oui, ce que vous dites, pour que tout le monde comprenne bien, c'est que lorsqu'on est en attente d'être guéri par l'autre, on prend et finalement on n'est pas en connexion avec l'autre puisqu'on est dans une sorte de dépendance affective ou sexuelle d'ailleurs. Et c'est vrai que beaucoup d'hommes, Philippe Arnat... sont dans cette addiction au sexe pour remplir ce vide. Ouais. On est bien d'accord, oui. Oui, exactement. Et en même temps, à travers des espaces pour guérir ça et des espaces de sexualité où le focus était plus mis sur la connexion et le lien avec l'autre, ça a complètement transformé ma sexualité. Ça m'a permis de prendre le temps. Ça m'a permis aussi de lâcher cette pression. Et il y a une pression énorme sur les hommes qu'il faut absolument donner du plaisir, on n'a pas le droit d'être impuissant, il faut pas éjaculer de façon précoce. Et ça,
c'est quelque chose que j'ai pu lâcher petit à petit en recréant ce lien de sécurité avec l'autre, à travers des espaces aussi entre hommes. Je facilite des espaces et des retraites entre hommes, et s'autoriser à avoir un espace où on est entre hommes et dans notre vulnérabilité, et d'oser dire ce que l'on vit dans la sexualité, d'oser dire et surtout de s'apercevoir qu'en fait on n'est pas tout seul à vivre ça, que la plupart des hommes vivent en fait beaucoup de difficultés dans la sexualité. Et bien, ça apaise énormément. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on parle toujours des femmes qui sont pas bien dans leur corps et qui ont peur de se montrer nues devant un homme, etc. En fait, vous les hommes, votre plus grande crainte, c'est en effet que ça fonctionne pas, que le pénis soit pas là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les femmes ne se rendent pas compte. Les peurs de manque de performance qui sont là depuis le début, quelle que soit l'éducation qu'on a eue, il y a vraiment une assimilation à cette performance. Mais vous le dites, la performance, c'est aussi bien la rapidité à laquelle on éjacule, la manière dont on fait jouir l'autre, l'érection. C'est complexe. Oui, et ça se traduit pas seulement dans la sexualité, ça se traduit à tous les niveaux chez les hommes. C'est vraiment cette notion de on est en compétition, on se compare beaucoup. Il y a cette notion de virilité aussi qui prend beaucoup de place et qui en fait nous handicape énormément en fait dans une sexualité où juste on laisse aller, on fait confiance et moi quand j'ai lâché tout ça, en tout cas je me suis mis d'être tranquille sur le fait que si j'éjacule de façon un peu rapide ou que je donne pas l'orgasme absolument à ma compagne, ça a tout changé, ça a créé vraiment un lien, une complicité, une intimité qui a nourri le couple, qui a nourri en fait cette relation et qui était très soutenante. Eh ben merci de ce message qui va rassurer quelques hommes et qui vont peut-être faire ce chemin-là. Oui. C'est un vrai point de départ pour bien vieillir dans sa sexualité. Si on abandonne les volontés de performance, le vieillissement de notre corps ne sera jamais un enjeu et tout se passera bien. Absolument. Merci beaucoup Joris. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute, et nous évoquons la sexualité des hommes et on va en parler avec Thierry maintenant, la sexualité des hommes qui évolue au fil du temps, comme celle des femmes bien sûr, mais plus particulièrement aujourd'hui on s'intéresse à l'évolution de la sexualité masculine. Bonjour Thierry, vous avez plus de 60 ans, c'est bien ça ? C'est bien ça. Bonjour Philippe et bonjour Brigitte. Écoutez, oui, j'ai 66 ans aujourd'hui et effectivement la sexualité n'est plus la même que quand on avait 20 ans. C'est bien de le reconnaître. Et comment vous le vivez Thierry ? Parfois ça peut être compliqué parfois parce que quand on fait connaissance d'une nouvelle personne, eh bien écoutez, on aime toujours être à la hauteur comme on dit, ne pas décevoir cette personne et puis parfois ça fonctionne pas tout à fait comme on souhaiterait. Donc il faut s'adapter à la situation et puis il y a d'autres moyens que pour donner du plaisir à l'autre. Il y a divers moyens de donner du plaisir à l'autre. Votre témoignage est important parce qu'en effet, on a eu tout à l'heure Simon, mais Simon ils vieillissent ensemble, donc c'est pas pareil. Vous, en effet, vous faites une rencontre. Il y a le défi de la rencontre. Et là, c'est pour un homme, c'est vrai que il y a toujours un enjeu. Mais un enjeu que la femme met aussi, puisqu'il y a malheureusement, même à cet âge-là, beaucoup de femmes qui, si elles ne se sentent pas désirées et qui croient que quand l'homme a des problèmes d'érection, ça veut dire qu'il ne désire pas, ça pose question. Alors on va le dire, c'est dit, c'est su, mais on va encore le répéter. Notre érection n'a rigoureusement rien à voir avec notre désir et nos pannes ne sont pas des preuves d'absence de désir. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de sentir que l'autre bande pour nous. Et donc, c'est là aussi que c'est important. Donc, dans l'enjeu d'une nouvelle rencontre, on se met la pression. Et en se mettant la pression, on est encore moins bon. C'est sûr, ça pose toujours des soucis. Mais
c'est vrai que bon, c'est pas purement mécanique. L'érection n'est pas purement mécanique. Il faut aussi que la femme prenne en charge, je vais dire, sa partie des choses pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. C'est pas simplement parce qu'on va se retrouver avec une femme et qu'on va la désirer que l'effet va être immédiat, quoi. Il va falloir aussi qu'elle comprenne que si nous de notre côté, pour lui donner du plaisir, il va falloir qu'on s'y prenne d'une certaine manière. Il faut aussi savoir, pour elle, qu'il y a différentes façons de nous y amener aussi. Oui, bien sûr, et ça va dépendre des histoires de chacun. Hein. Et c'est là qu'on voit qu'en fonction de l'âge, se rencontrer va être plus compliqué. Parce qu'à 20 ans, ça fonctionne sans qu'on ait besoin de s'en inquiéter. Donc forcément, les rencontres sont plus faciles. Se rencontrer à un âge où le corps a besoin d'être apprivoisé, parce que c'est un peu ça dont il est question, c'est d'être suffisamment détendu avec l'autre pour que... Vous savez, le secret de l'érection, il est très simple. C'est l'érection fonctionne si on lui fout la paix. Le problème, c'est que on a tellement peur qu'elle ne soit pas là qu'on est tout sauf en train de lui foutre la paix. On y pense, on regarde, on est là. Si on n'y pense pas et que vous avez un peu de désir, Thierry, normalement, elle arrive. Elle est là. Elle est là. Donc si elle n'arrive pas, c'est que vous y pensez trop. C'est qu'il y a un stress, c'est qu'il y a peur qu'elle ne soit pas là. Et la peur, c'est l'ennemi. Mais oui, alors... Qu'est-ce que ça veut dire décevoir ? Est-ce qu'elle a rencontré un homme ou une érection ? Oui, c'est rencontré un homme. Et je dirais qu'il y a beaucoup plus de possibilités, comme je disais tout à l'heure, de donner du plaisir à une femme. Même si l'érection n'est pas là, on a divers moyens de lui faire obtenir un orgasme. C'est quelque chose qui est quand même à la portée de chacun, je pense. Et avec de l'imagination, on y arrive. Oui, mais à condition d'être avec une femme qui est suffisamment à l'aise dans son corps. Si vous êtes avec une femme qui est un peu coincée... Et qui se laisse aller et qui veut bien accepter de prendre du plaisir comme ça et qui n'a pas décidé de se bloquer sur le fait de se sentir pénétré pour se sentir désiré et jouir. Donc, techniquement, c'est possible. Mais c'est possible aussi pour les hommes. Hein. Sauf qu'il faut accepter plein de choses. Mais je crois, et c'est pour ça que je dis souvent que finalement, il faut faire attention quand on se rend compte de ne pas se mettre la pression pour aller tout de suite dans la rencontre sexuelle. Curieusement, on conseillait, alors je sais que c'est un mot qui a un petit peu perdu son sens, le flirt, on conseillait aux jeunes de flirter. Moi, je pense qu'on a intérêt aussi, quand on vieillit, de flirter, tout simplement pour s'apprivoiser. Vous avez dit un mot qui est tout à fait juste, Philippe Arlin. Et moi, dans les techniques justement que je conseille, c'est qu'en vieillissant, il faut, plus on est vieux, plus il faut prendre son temps. Mais vraiment le prendre et se le donner, ce temps. C'est-à-dire que on n'est pas à sauter dessus. On le fera peut-être justement, mais dans quelques mois, quand on se connaîtra mieux, parce qu'il y aura plus d'enjeux. Mais il y en a, faut pas se mentir, il y a des enjeux. Donc faut prendre le temps de se caresser, de regarder nos corps, de découvrir, et puis il se passe ce qui se passe. Mais si on veut déjà convaincre l'autre de ce qu'on va faire, c'est pas gagné. Mais enfin, vous semblez d'abord aimer les femmes, Thierry, ce qui est déjà un atout, parce que c'est pas le cas de tous les hommes qui cherchent à rencontrer une femme, et vous semblez les connaître, donc je m'inquiète pas trop pour vous. Mais c'est vrai que moi je vois, il y a des hommes qui ont passé 60 ans et qui croient qu'ils ont le mode d'emploi et qui, quand ils rencontrent une nouvelle femme, veulent toujours faire la même chose. Et ça souvent ça marche pas très bien. Donc, mais je pense que vous avez compris qu'il fallait y aller à tâtons d'abord. Mais on a tellement besoin de contrôler que quand on a trouvé un truc qui marche, on le répète, on le répète. On a tellement peur que ça marche pas que dès qu'on trouve un truc qui marche, on le répète. Effectivement. Je vais vous faire la dernière relation que j'ai eue, la première nuit que j'ai passée avec cette personne, il n'y a pas eu d'acte sexuel. Nous avons passé toute la nuit l'un contre l'autre, bravo. Se toucher, à se caresser, à se parler. Et j'ai trouvé que c'était un moment qui était bien plus fort que l'acte sexuel par lui-même. Ça m'a apporté un plaisir immense. J'ai trouvé ça vraiment fantastique.
J'ai trouvé ça fantastique et j'avais jamais vécu ce genre de choses. Mais là, l'un comme l'autre, on s'est retrouvés, mais dans des conditions très très agréables, quoi. Et je me suis dit, mais j'avais pas besoin d'actes sexuels pour vivre ce que je viens de vivre, quoi. C'était formidable. Mais parce que vous vous êtes accueillis l'un et l'autre. Certes pas l'un dans l'autre, mais vous vous êtes accueillis avec votre entièrement, quoi, pas juste un organe qui rencontre un autre organe. Hein. Mais c'est là que notre désir et notre érection peut être un piège pour nous les hommes, parce que quand elle est là, évidemment qu'on a envie de s'en servir. Et quelque part, vous le dites vous-même, là, son absence vous a permis de vous laisser aller à plein d'autres choses auxquelles, je pense, on a tous envie de se laisser aller, mais on s'emporte dans cette idée du sexe. Et moi, j'aime beaucoup votre témoignage parce que il nous rappelle à quel point, voilà, quand tout tourne autour de cette érection présente ou absente, on passe à côté de quelque chose qui est la rencontre avec l'autre. Oui, mais quand nous avons passé cette première nuit ensemble, bon, j'étais allé chez elle, elle m'avait dit, bon, j'ai une chambre d'amis, tu dormiras dans la chambre d'amis, et moi je dormirai dans ma chambre. Bon, d'accord, ok. Je trouvais ça tout à fait logique qu'elle me demande cette chose-là. Et puis au moment de se coucher, effectivement, elle me regarde et elle me dit, si tu veux, on peut dormir ensemble, mais il ne se passera rien. Et j'ai dit, ok, d'accord, je respecte ta demande. Et donc nous avons passé cette nuit ensemble, dans le même lit, l'un contre l'autre, mais sans autre chose, je vous dis, comme uniquement se tenir la main, se passer la main sur le corps, mais elle a certainement senti quand elle vous propose, quand elle accepte de vous proposer de venir dans sa chambre à elle avait certainement senti que vous alliez la respecter. Donc voilà, il y a eu confiance et respect, et c'est ce que je dis souvent, hein, on n'a pas besoin du mot de consentement, s'il y a confiance et respect, tout est possible, et c'est très beau cette confidence que vous nous faites, Thierry. Merci beaucoup. On va faire une petite pause, le temps des infos, et on se retrouve tout de suite après. Ça fait du bien d'entendre des gens qui ont compris ce que c'était que la rencontre humaine. Une petite devinette, quelle est la différence entre un mari et un amant ? Philippe Arlin, la réponse c'est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue avec vous, Philippe Arlin, à évoquer la sexualité des seniors. Moi, j'ai beaucoup aimé le témoignage, la confidence que nous a donné Thierry tout de suite avant les infos. Et on voit bien que oui, il faut que les hommes arrêtent de se focaliser sur leur pénis, et les femmes aussi d'ailleurs, parce que les femmes aujourd'hui sont un petit peu elles parfois, sont un peu pénibles avec ça, elles aussi. Oui, je suis assez d'accord. Alors la devinette du jour, quelle est la différence entre un mari et un amant ? Il y en a un qui s'use plus vite que l'autre. Qui s'use ? Oui, pas qui s'use. Non, qui s'use. Non, c'est pas ça. C'est la différence entre le jour et la nuit. Le problème, c'est que généralement, on préférerait dormir avec notre amant. Oui, mais en général, c'est de 5 à 7, donc ça dépend de la saison. Oui, donc on dort avec le mari alors qu'on préférerait dormir avec l'amant. C'est con, hein, c'est mal foutu la vie. Jean-Pierre est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Merci. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à votre invité. Philippe Arlin, je crois que vous vouliez passer hier, et puis on a eu beaucoup d'appels comme d'habitude, et vous vouliez poser une question à Philippe Arlin qui est sexothérapeute, et il vous écoute. Je vous laisse converser avec lui. Merci. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, moi je voulais rebondir à cette émission car je suis en couple depuis une trentaine d'années, et suite à des problèmes nous avons un enfant. Et suite à des soucis de santé psychologique de notre enfant, mon épouse a changé complètement de tempérament au niveau relation, on va dire relation de couple, relation sexuelle. Et donc, quand on parle de thérapie de couple, j'y ai souvent pensé. On en a parlé ensemble, mais elle a beaucoup de mal à en parler et à faire quelque chose. Et pourquoi, à votre avis, elle a cette difficulté ? C'est une personne introvertie, elle montre pas beaucoup ses sentiments, elle est très volontaire, elle a toujours été volontaire, on est un couple solide, on a fait des bases solides tous les deux, et par contre là-dessus, c'est plutôt
me faire plaisir à moi, mais se faire plaisir à elle, pas du tout. Donc, et depuis qu'il y a eu ce problème avec notre fils, on dirait pas s'éloigner, parce que je répète, on a des bases solides, mais il y a plus de désir, il y a plus de pigmentation, il y a plus de voilà. Mais est-ce que vous vous êtes compris? Parce que j'ai l'impression que peut-être pour elle vous a perdu, parce que elle a l'impression que ce qui s'est passé avec votre fils, vous étiez pas l'un à côté de l'autre, ou vous étiez peut-être pas à la place qu'elle souhaitait que vous ayez à ce moment-là. Et j'ai l'impression que c'est sur ça que c'est resté bloqué. Est-ce qu'il faudrait pas reparler de ça, de comment elle l'a vécu, de vous, comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu à ce moment-là? En général, hein, je le répète, il y a toujours un point de départ à une crise de couple, une chose pas comprise, pas vécue correctement, et on s'éloigne de l'autre parce qu'on pense que l'autre n'est pas là où on aurait voulu qu'il soit. Et je pense que là, c'est par rapport à votre fils qu'il faudrait peut-être, plutôt que de lui proposer de faire une thérapie de couple, c'est déjà d'essayer d'aborder le sujet Parce que il a quel âge, votre fils, aujourd'hui, Jean-Pierre? Il a 25 ans. Mmh. D'accord. Il est indépendant, mais bon, il a eu un souci de cérébral, et donc ce qu'on appelle la bipolarité. Donc il y a eu des moments bas, et c'est vrai que j'ai... D'accord. Mais elle s'occupe enfin, le problème avec son fils remonte à quand? Ah, c'est vieux, ça fait une dizaine d'années. Mais quand il avait 15 ans, donc. Hein. Voilà. D'accord. Mais le problème un peu plus grave, ça a été à partir il y a 2 ans, parce que en vieillissant, il se faisait du mal, et c'est vrai que mon épouse l'a très mal vécu. Ouais. Et je pense que c'est là, pas que vous vous êtes perdu, que vous vous êtes éloigné. Il faut vraiment que vous arriviez. C'est comme un deuil qui n'a pas été fait. Un deuil d'un événement, d'un trauma. Pour une raison ou pour une autre, elle a été touchée d'une certaine manière, et elle a peut-être eu l'impression que vous réagissiez pas comme elle le souhaitait, ou que vous étiez moins touché. Enfin voilà, il faudrait arriver vraiment à en parler. Mais quand même, je crois qu'il y a quelque chose, Jean-Pierre, qu'il faut comprendre, c'est que pour une mère, quand son fils va mal, ça devient l'essentiel. Bah oui. Et donc vous êtes passé un petit peu à côté, peut-être même un peu trop à côté, hein, et il faut voir maintenant ce que ça a blessé chez vous. Et voir comment vous pouvez la retrouver, et voir si elle se rend compte que vous existez, quoi. Et c'est peut-être là où il y a besoin quand même peut-être d'une tierce personne pour pouvoir expliquer ça, parce que moi j'entends que c'est le couple parent qui est malade. Je crois, hein, j'entends que vous souffrez, que tout d'un coup vous êtes passé en second plan, hein, derrière ce fils. Ce que vous pouvez comprendre, mais en même temps, à un moment donné, c'est pas normal non plus, parce que de toute façon, elle peut pas vous abandonner pour son fils non plus, voyez. Tout à fait, surtout qu'en plus je m'en occupe différemment, mais je m'en occupe. Mais on est bien d'accord. Ouais, mais il faudrait que quelqu'un vous aide à servir d'interprète. Il faut peut-être que les choses soient plus claires. Qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce qu'elle fait elle? Et où est-ce que tous les deux vous vous retrouvez? Parce que ce fils, il peut pas rester entre vous tout le temps. Non, tout à fait. Ou alors, si vraiment il a besoin en permanence de quelqu'un, il faut le placer. Non, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc on est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle lâche un peu. Oui, le lâcher prise. Je parle souvent de lâcher prise, comme vous le dites très bien, Brigitte. Oui, mais ça, elle est peut-être pas apte à l'entendre. C'est une mère. Et donc, il faut que quelqu'un lui dise, parce qu'elle va se perdre aussi. Hein. On sait le nombre de femmes qui, tout d'un coup, se sont dévouées 100% pour un enfant qui va pas bien. Là, c'est de la bipolarité. C'est certainement une bipolarité assez grave. Mais elle va pas pouvoir toute sa vie s'occuper de son fils. Il faut qu'elle prenne aussi de la distance. Et cette distance-là, c'est pas vous qui pouvez lui imposer, parce qu'elle ne l'acceptera pas de votre part. Tout à fait. Donc il faut, mais c'est pas forcément un thérapeute de couple en l'occurrence. Hein. Ça peut être un médecin, ça peut être un psychiatre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va lui faire comprendre sa place de mère et d'épouse, de femme. Retrouver sa place de femme. Ok. Parce que c'est comme ça qu'elle vous retrouvera.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose. J'écoute beaucoup vos émissions et c'est vrai que je rejoins souvent tout ce que vous dites dans n'importe quel domaine. Et c'est une thérapie, je lui dis souvent de vous écouter. Elle a beaucoup de mal aussi à ça. Elle n'est pas ouverte à tout ça. Elle a beaucoup de mal. Mais là, c'est pareil. On peut pas forcer les gens à écouter quelque chose ou à faire quelque chose. Faut juste déposer des possibilités, dire que vous êtes malheureux, essayer de voir ce qui se passe, mais de voir comment elle pourrait trouver quelque chose qui l'aide. Oui, tout à fait, oui, parce qu'elle a besoin d'aide aussi. Hein. Bien sûr. Je suis conscient. Elle va s'épuiser et ça tiendra pas. On peut pas s'occuper plus qu'il ne faut de son enfant ou de son mari d'ailleurs. Tout à fait. On le sait, hein, on a des tas d'exemples. Et en plus, on a quand même la chance d'être dans une société où on peut se faire aider. Et peut-être, alors encore une fois, peut-être que ce serait pas mal. Je suppose qu'il est suivi par un psychiatre s'il est bipolaire. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc ce serait peut-être pas mal d'en parler avec le psychiatre. Oui, de son côté à elle, oui. Parce que moi, je les ai vus, il faudrait qu'elle les voie. Oui, mais peut-être que voir jusqu'où, quelle est la bonne distance entre elle et son fils. Tout à fait, oui. Et après, travailler sur comment elle peut vous retrouver. Oui, ok. Et moi, dans ces cas-là, je serais presque pour vous conseiller de l'emmener 2-3 jours quelque part. Pour l'éloigner justement et qu'elle se rende compte que faut qu'elle accepte. Ça, Brigitte, que j'ai fait ça, elle l'accepte, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Elle est toujours la tête prise. Elle se fait du souci pour son fils maintenant. Il faut qu'elle comprenne que quand vous l'emmenez 3 jours, c'est 3 jours avec vous. Exactement. Et il faut que vous soyez un peu plus ferme. Oui. Oui, mais ça, oui. Vous êtes l'égoïste, c'est ça, qui ne pensait pas. J'entends bien, oui. Non, mais après, c'est le rôle du père de séparer la mère de l'enfant. Tout à fait. Donc il faut être un petit peu plus, oser être un petit peu plus ferme. Si vous l'avez fait, lui dire vraiment qu'elle se fasse aider parce que elle est en souffrance là. Et vous le faites pour vous, bien sûr, mais vous le faites pour elle et vous le faites pour votre fils. Tout à fait. Donc. D'ailleurs, je lui dis souvent, c'est pour toi et pour ton fils aussi. Et souvent, je dis que c'est pas que pour moi. Oui, je le dis souvent parce que ça va aider notre fils aussi. Mais oui, c'est très important. Chacun a sa place. Chacun a sa place, oui. Et c'est comme ça que ça peut marcher. Sinon tout le monde va souffrir et ce sera pas une bonne chose, ni pour vous, ni pour elle, ni pour le fils. Ok. Bon courage, Jean-Pierre. Bon courage. Au revoir. Je vous en prie. Merci de votre confiance. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et évidemment, nous avons des hommes aujourd'hui, Philippe Arlin, puisqu'on parle de la sexualité des hommes qui évolue au fil du temps. Mais on pourrait, bien sûr, s'il y a une femme qui a envie de témoigner, elle sera la bienvenue. C'est Philippe qu'on retrouve. Philippe, nous sommes avec Philippe Arlin. C'est un très joli prénom, bien sûr. Le plus beau, évidemment. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est marrant parce que si vous saviez le nombre de Philippe que j'ai autour de moi, c'est assez incroyable. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. J'ai eu la chance de pouvoir tout écouter depuis le début et si vous me permettez, je vais reprendre quelques mots qui m'ont parlé. Oui. Simon a dit communication et respect. Joris a dit performance parce qu'effectivement un homme se place ou doit toujours être dans la performance. Vous avez parlé de l'acceptation du corps des femmes. Les femmes comme les hommes ont parfois du mal à s'accepter physiquement. Vous avez parlé de flirter. Et je me dis aujourd'hui, on est dans un monde où tout doit aller très vite. Donc c'est un peu paradoxal. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord, évidemment. Et Brigitte a même repris le mot respect quand Thierry parlait de confiance et de respect. Donc moi, ce que j'ajouterais à tout ça, c'est effectivement, moi, alors aujourd'hui, je suis célibataire, mais j'ai eu plutôt des relations, je dirais, longues,
Et à chaque fois, la première relation, c'était vraiment un stress pour moi, vraiment. J'avais l'impression que si je démarrais pas bien, ça se poursuivait pas bien. J'ai l'impression finalement que les hommes sont peut-être encore plus stressés la première fois que les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Je confirme qu'en tout cas, moi, dans mon cabinet, je n'entends que les hommes qui sont stressés par la première fois. Parce qu'il y a énormément d'enjeux. Alors, je n'ai pas dit que les enjeux étaient réels, mais en tout cas, ils sont bien réels dans notre tête, les enjeux. Ouais, c'est fou, hein. Peut-être pas quand vous avez 18 ans, parce que vous êtes tellement débordé de testostérone que ça marche tout seul. Hein, et puis si ça marche pas, ça redémarre. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de... Mais ensuite, il me semble. Hein. Après, j'ai bien aimé votre phrase, Philippe, c'est l'érection fonctionne si on lui fout la paix. Ah, mais... C'est tellement vrai. Mais c'est vrai aussi de l'éjaculation précoce, c'est-à-dire que tout ça, ça fonctionne en pilotage automatique. Si vous vous amusez à le débrancher pour le contrôler, vous avez tout foutu en l'air. Notre sexe fonctionne la plupart du temps, sauf maladie bien sûr, très bien. Il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui. Mais nous, il faudrait qu'on le lâche. Donc il se gère comme un grand. Voilà. Ah, plus on l'oublie, plus il est là. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter là-dessus ? Être détendu avec l'autre. Moi, je pense que c'est ce que disait Simon, la communication, en fait. Quand je pense qu'il y a une harmonie qui s'installe. Ouais, et j'ai toujours dit une chose. Alors, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, Philippe. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de se mettre à nu physiquement que de se mettre à nu mentalement. Psychiquement, oui, enfin... Oui, je suis majoritairement d'accord. Il y aura forcément quelqu'un qui, en nous écoutant, va dire non, moi je suis extrêmement pudique, c'est difficile. Mais bien sûr que c'est beaucoup plus facile d'être nu physiquement, ça n'engage à pas grand-chose, j'allais dire à rien, on va respecter, à pas grand-chose, alors que s'ouvrir sur ses faiblesses, sur ses émotions, sur ses désirs, ses forces, c'est extrêmement complexe. Voilà pourquoi dans le témoignage, cette nuit échangée à juste se caresser, juste pouvoir être là, et il l'a bien dit aussi, à se parler, c'est une nuit bien plus impudique qu'un premier rapport sexuel. Complètement, ouais. Mais je pense qu'on bien a plus intime. De découvrir l'autre. Bien sûr. On n'a jamais fini de découvrir l'autre. Je pense même physiquement, parce que le corps évolue, et même mentalement, parce que on peut se dire des choses au début et d'autres choses au milieu et à la fin qu'on n'a pas dit parce que pour plein de raisons, de bonne ou de mauvaise pudeur. Enfin, puis on évolue. Mais vous savez, Philippe, pourtant j'ai déjà fait pas mal de chemin pour me connaître, mais je peux encore me surprendre. Hein. Donc même soi-même, on n'a jamais fini. Donc comment on pourrait prétendre connaître parfaitement l'autre, hein? Et puis il y a déjà se connaître soi-même. Mais il y a une vérité en thérapie. Il y a une chose qui est vraie en thérapie, c'est que on se découvre soi-même en parlant à l'autre. C'est-à-dire, en parlant à l'autre, je peux m'entendre dire quelque chose, et donc en l'occurrence, quand je parle au thérapeute, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement ce que le thérapeute va me renvoyer, mais c'est aussi ce que je m'entends dire au thérapeute. Et donc, parler à l'autre, se confier à l'autre, c'est aussi se parler à soi et laisser sortir de soi quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, qu'on savait peut-être même pas 5 minutes avant que c'était là. Et ce qu'il y a de triste, et qui à mon avis est peu compris, et pourtant ça me paraît essentiel, c'est que parfois, Philippe, on parle à l'autre, on lui dit quelque chose d'important, et on se rend compte que l'autre n'a pas compris. C'est tombé à côté. Et ça c'est vraiment, je crois, quelque chose de très triste qui malheureusement arrive. Et ça arrive aussi dans le langage du corps, c'est-à-dire qu'on est en train de faire l'amour à l'autre, on donne quelque chose de très profond de nous-mêmes et l'autre ne le reçoit pas ou ne le comprend pas. Et c'est pour ça que c'est si compliqué la rencontre avec l'autre. Et quand vous êtes un homme et que tout d'un coup vous avez une érection parce que vous êtes fou d'amour pour cette femme et qu'elle vous répond « tu penses qu'à ça »,
C'est une phrase terriblement violente. C'est une grande claque sur le pénis. Par exemple. Hein. Et ailleurs. Ouais, après, je pense qu'il faut rebondir et puis. Non, mais bien sûr. Et puis communiquer aussi vite, parce qu'après, je pense que s'il y a une personne qui dit ça, c'est que derrière il y a des bagages, il y a eu des blessures. Oui, bien sûr, mais si elle vous balance ça, comment vous voulez rebondir, puisque de toute façon, elle est tellement persuadée de ce qu'elle dit. Faut installer une communication. Après, alors, ça peut amener quelque chose de positif. Non, mais ça, c'est le monde idéal, ça. Oui, non, mais Philippe, vous avez raison, il faut comprendre qu'elle dit ça parce que c'est une souffrance, ça parle de sa souffrance, on est d'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Plus vous allez vous justifier, plus elle va être persuadée qu'elle a raison. Et à l'inverse, si vous bandez pas, elle va croire que vous la désirez pas. Exactement. Donc, c'est un sacré problème, mon cher Watson. C'est mal barré. Hein. Mais c'est parce que effectivement, faut arrêter de faire reposer sur cette foutue érection soit un excès de désir de la part de l'homme. Je suis désolé, on bande, c'est une réaction physiologique. Ça ne veut pas dire qu'on a à tout prix envie d'avoir un rapport sexuel. Et à l'inverse, on peut être aussi désolé de ne pas bander, mais on a envie de donner du plaisir à l'autre, d'en recevoir. Donc, faut arrêter de faire de l'érection un témoignage de quoi que ce soit. Ça n'est ni une preuve on est des bêtes insatiables où on pourrait faire ça 30 fois par jour, ni quand c'est pas là, la preuve que l'autre n'est pas désirable ou que l'autre nous donne pas envie. Ça. Foutons la paix au pénis. Ok. On va faire une manif demain avec des si vous voulez, avec des pancartes. Il va y avoir du monde. Il y aura déjà les... Ouais. Non, ça va être trop. Ça va être trop. Non, mais on va sur une manif pour nous. Non, mais sérieusement, il faut vraiment. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais voilà. Et quand la parole n'est pas reçue, mais Brigitte expliquait dans un couple, moi je dois faire mon mea culpa en tant que thérapeute. Il y a des fois où on ne sait pas recevoir la valeur de ce que le patient nous confie. Et on peut vraiment mettre en péril une thérapie parce qu'on n'aura pas su recevoir correctement ce moment précieux. Donc, écouter l'autre, ça a beau être un métier, c'est extrêmement complexe parce qu'il faut être disponible. On ne l'est pas tout le temps. Donc, c'est très important. Mais du coup, quand ça marche, quelle intimité. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, Philippe, c'est que au moins, vous cherchez à trouver, à comprendre, à rencontrer l'autre. Donc, vous avez des chances quand même assez souvent d'y arriver. Des grandes chances. Oui et non. Après, c'est mi figue mes raisins, mais comme j'étais très très fermé à une période, aujourd'hui, je suis plutôt à l'écoute et à chercher à comprendre. Faut pas non plus aller vous voir au fond du puits parce que sinon on s'en sort pas, mais je pense qu'il y a un minimum, vous voyez, et pour rebondir ce que vous aviez dit avec Simon ou juste avant Simon, vous parliez de jouir l'un avec l'autre. Est-ce que aussi on est capable, l'homme ou la femme, de jouir devant l'autre et de se laisser aller, parce que ça aussi, ça fait partie du... on n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'être exhibitionniste. Mais c'est toujours sympathique, quand même. Oui, mais ce que vous soulevez est exact. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui vont témoigner qu'elles arrivent à jouir quand elles se masturbent, mais pas en présence de leur partenaire. C'est une problématique, s'abandonner complètement en présence de l'autre. Oui, bien sûr, tout ça, c'est compliqué. Je trouve ça tellement beau. Moi, j'ai ma dernière compagne qui me disait... de temps en temps, est-ce que je peux me lâcher, est-ce que je peux crier? Vas-y, laisse-toi aller. Je trouvais ça tellement beau, à la limite, je trouvais ça aussi doux qu'une caresse. Voilà, vraiment. Oui, mais parce que vous êtes dans ce qu'on devrait tous être, c'est-à-dire dans l'acceptation de donner et de recevoir. Et l'acceptation de l'autre dans son expression sexuelle. Ouais. Bon, on est là pour ça. On est là faut que ça avance. Pour faire avancer tout le monde. Oui, bien sûr. Absolument. Mais en tout cas, merci beaucoup, Philippe, de cet échange. Et puis, si on rencontre pas les femmes qui savent accueillir les hommes, il reste les maisons closes, il reste les putes. Et on va parler de tout ça dans un instant avec Nicolas Charbonneau qui vient de sortir le roman des maisons closes. Et puis, on va aborder en sexo conseil une autre problématique masculine et pas la moindre.
quand ils n'arrivent pas à éjaculer, justement, ces hommes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Il ne jouit pas. Voilà un problème très complexe. Et je sais que vous, en tant que sexothérapeute, Philippe Arlin, vous aurez des choses à dire. C'est plus complexe qu'un plaisir rapide, c'est-à-dire qu'un homme qui éjacule trop vite. Les hommes qui ont du mal à jouir, eh bien, c'est très compliqué. Et il y a énormément de raisons pour qu'il y ait ce symptôme. Ça peut être des sensations un peu trop émoussées par l'abus d'alcool ou certains médicaments. Ça peut être aussi parce que la phase de plateau, c'est-à-dire l'excitation, a été trop longtemps au bord de l'éjaculation et qu'à un moment donné, elle est passée l'éjaculation, mais elle n'a pas eu lieu. Il y a aussi de nombreux hommes qui rencontrent ce problème parce qu'ils ont beaucoup utilisé la masturbation devant les films pornographiques avec une façon de se masturber qui est devenue très systématique et qu'il y a que ça qui marche. Bref, il y a aussi des hommes qui ont peur d'être pères et qui donc bloquent l'éjaculation. Enfin bref, il y a énormément de raisons. Et puis après, ça peut être des problèmes extérieurs, un souci au travail, une déprime, l'esprit qui est ailleurs, qui n'est pas du tout concentré sur la partenaire, ni sur leurs sensations. Alors, le premier remède, ça consiste à renouer avec son excitation et parfois une stimulation au niveau des testicules ou mieux une stimulation anale peut lever le blocage, la résistance. On peut aussi débloquer la situation en attendant assez longtemps avant de faire l'amour pour que les chances justement d'éjaculer soient augmentées. Et puis qui dit que l'homme a une sexualité simple et sans problème, c'est sûrement pas vous, Philippe Arlin. Non, parce que effectivement c'est extrêmement complexe. Moi, je sais que lors d'un rendez-vous pour quelqu'un qui a un problème d'éjaculation, je passe en revue un petit peu tous les points que vous venez donner. Je vais déjà interroger s'il y a eu une période de célibat, parce que effectivement un excès de masturbation, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'un homme qui se masturbe, il se masturbe pas forcément dans quelque chose qui ressemble à ce que va être un coït. Donc le sexe ne s'y retrouve pas, ne s'y retrouvant pas, il attend d'avoir sa main pour pouvoir finir. Donc ça, ça se rééduque. Ça, c'est à la limite presque le problème le plus simple à régler. Après, il y a effectivement les peurs de la paternité, les différentes choses, des hommes qui ont été trahis par des femmes et qui ont peur justement là de se faire trahir, aucune confiance, donc d'adopter des préservatifs, différentes choses va leur permettre de trouver la confiance. Mais oui, une des clés de toute façon, c'est une période d'abstinence. Alors abstinence veut dire pas de masturbation non plus, assez longue, ça peut être 10 jours, ça dépend de l'âge. Et effectivement, pour redébloquer, trouver. Et puis quelquefois, allons voir du côté de la partenaire, elle peut aussi avoir un relâchement vaginal et on peut faire un travail de musculation du périnée, donc là du coup au niveau féminin. Oui, c'est-à-dire que son pénis se sent un peu perdu dans un grand trou. Et il y a des femmes qui lubrifient beaucoup, et cette lubrification devient perturbante pour certains hommes qui ne se sentent pas serrés, qui ont l'impression de glisser et qui n'ont pas justement cette sensation qu'ils ont quand ils se masturbent d'être serrés un peu. Donc il y a aussi une collaboration qui peut se faire du côté de la femme, réfléchir à toutes les positions où on se sent plus serré que d'autres, et en général, quand on a fait le tour de ça, c'est pas forcément en une séance, on arrive à trouver des solutions qui fonctionnent. En tout cas, ça se résout, mais c'est pas si simple que ça, et il faut pas prendre ça à la légère, parce que plus ça s'installe, plus c'est compliqué. C'est souvent la combinaison de plusieurs choses. Le roman des Maisons Closes, c'est un livre qui est sorti aux éditions du Rocher en poche, et nous avons un des auteurs en ligne, Nicolas Charbonneau. Bonjour Nicolas. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Alors vous l'avez coécrit avec Laurent Guimier, pardon. Alors moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que vous prenez un peu le parti pris des femmes, des putes, pour dire les choses clairement. Et je trouve que c'est une manière intéressante de nous emmener dans ce voyage des Maisons Closes. Alors oui, le parti pris, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a fait
Ça s'appelle le roman des maisons closes et en fait ça revient sur l'histoire des maisons closes, d'une certaine manière des origines à nos jours, ou en tout cas des origines, c'est-à-dire sous la Rome antique. Oui, ça commence par Messaline. Voilà, c'est Messaline, l'impératrice, vous savez, cette femme épouse de l'empereur qui était dévergondée, qui le soir allait se cacher, se faufiler parce qu'elle avait des mœurs un peu extravagantes et un appétit sexuel un peu démesuré. C'était une louve qui se retrouvait dans les lupanards, puisque c'était lupae, la louve. Voilà, et c'est comme ça que un jour elle a été surprise par un des jeunes promis de l'empereur. Enfin bon, on va pas développer là, mais ça, on fait cette histoire des maisons closes, donc de la Rome antique, je dis jusqu'à nos jours, non, jusqu'à leur fermeture avec Marthe Richard, avec Marthe Richard en 1946, et on retrace comme ça les maisons closes sous Louis XV, sous Napoléon, les grandes maisons closes qui ont fait d'une certaine manière les belles heures de l'histoire des maisons closes. Alors le Chabanais, le Sphinx, Toutou, etc. Oui, bien sûr. Bien sûr, qui étaient pour ces grandes maisons closes plus que des lieux de plaisir d'une certaine manière, des lieux absolument incroyables. On pourrait y revenir. On croisait tout à la fois de tout Paris. Mais vous parlez à un moment donné d'Alphonse Boudard, et c'est vrai qu'il avait il avait sorti un magnifique livre sur les maisons closes qu'il m'avait offert d'ailleurs, et que je sais pas, je l'ai malheureusement perdu. Non, mais j'ai ma maison qui à un moment a brûlé, donc il y a beaucoup de livres qui ont disparu. Mais j'en ai quelques exemplaires d'Alphonse Boudard. Il est magnifique, ce livre. Il est magnifique, et vous le retrouvez assez facilement, cet ouvrage, puisque Alphonse Boudard a écrit pas mal de livres. Il était passionné par les... Passionné. Et vous en retrouvez des exemplaires. Je vous conseille d'aller au marché aux livres du parc Georges Brassens, où vous le retrouverez sans problème le dimanche matin, le week-end. Mais effectivement, Alphonse Boudard a été l'un des grands romanciers des maisons closes. Ce qu'il faut, là où il faut faire attention, c'est ne pas. Les maisons closes étaient aussi des endroits totalement sordides. Oui, c'est vraiment ce qui est important. C'est le jour et la nuit. C'est important à comprendre. Il y a les deux. C'est-à-dire que on peut avoir comme ça dans un imaginaire quelque chose de dire les maisons closes c'était formidable, mais en même temps c'était un peu souvent de l'abattage, et c'est pour ça que c'est toujours compliqué. Moi je sais, pour avoir parlé avec beaucoup de prostituées aujourd'hui, je suis ni pour ni contre les maisons closes, j'ai pas d'avis. Non, alors je ne sais pas si on se fait un avis à l'issue de la lecture de notre roman des maisons closes, mais ce qui est vrai, c'est que là où on a idéalisé, parce que un petit peu quand même, vous avez un petit peu plutôt, c'est plutôt un livre qui serait, en tout cas qui est pour qu'on arrête cette loi contre les... Voilà, on est d'accord. Une forme de réglementation, voilà. C'est vrai qu'en France, on a caché, comme assez souvent d'ailleurs, sous le tapis, la prostitution en disant ça n'existe pas et on punit le client et comme ça tout sera réglé. On n'a rien réglé du tout en pénalisant le client. Il suffit de traverser le bois de Boulogne et de voir ce qui se passe sur Internet. Non, c'est une catastrophe. Sordide. D'autres pays ont fait autrement. On pense évidemment aux Pays-Bas, mais jusqu'à la Suisse, où il existe des maisons closes. Même l'Espagne, oui. Même l'Espagne. Vous en parlez d'ailleurs. Bien évidemment, l'Allemagne et pas mal de pays qui sont autour de nous. Et voilà, la prostitution, elle est là. Dans l'histoire des maisons closes, il y avait des maisons closes comme le One-Two-Two, on en a parlé, comme le Sphinx, on en a parlé, où on croisait Toulouse-Lautrec, Maupassant et le Tout Paris. Et puis il y avait des maisons closes comme ce qu'on appelle celle qui était tristement célèbre, qui s'appelait le Panier Fleuri, qui était un truc totalement glauque, avec des femmes qui étaient obligées, contraintes à faire 50, 60, 70 passes par jour, et qui mouraient totalement épuisées, et évidemment épuisées par la maladie, parce que les maladies sexuellement transmissibles... c'est une horreur. Voilà, c'était des baraques à soldats, comme on l'a appelé aussi à certains autres moments. Mais c'est vrai que quand on s'est plongé avec Laurent dans ces maisons closes, dans l'histoire de ces maisons closes, on a découvert un univers qui allait finalement bien au-delà de la sexualité. Et c'était ça qui nous a passionnés dans le livre, c'est qu'on y parle d'histoire, on y parle
d'art. Ah oui, franchement, moi j'ai beaucoup apprécié parce que c'est des sujets que je connais quand même assez bien, mais j'ai trouvé que le livre, pour des gens qui ont envie un peu de comprendre, ça s'appelle Le roman des maisons closes et c'est franchement intéressant. Et alors il y a une chose qui m'a beaucoup amusée, à la fin il y a un lexique, alors il y a tous les noms qui ont été donnés aux prostituées, aux tenancières, aux clients, etc. Alors il y a une manière d'appeler les prostituées qui m'a beaucoup fait sourire, des ouvrières spécialisées. Ah oui, c'est les premières OS. Hein. Oui, d'une certaine manière. Et on publie dans notre livre les carnets, les livres de comptes, etc. Et il y a plein d'anecdotes. Les tenancières et les prostituées tenaient des livres avec où elles notaient les clients, etc. Et puis elles s'appelaient entre elles. Elles avaient des surnoms. Alors il y avait des surnoms qui sont restés célèbres, qui allaient de patte d'araignée en passant par Gigolette, toujours prête, Gina la fouetteuse, la grande mère. Et puis il y avait en face, il y avait les michetons, les bandits, ceux qui les mettaient sur le trottoir. Alors là c'était Marius le tatoué, Polo le corse, Bébert cœur de velours, Dédé le corbeau, le gros René. Tout ça, on a parlé d'Alphonse Boudard tout à l'heure. Et on est vraiment dans Alphonse Boudard. Il y avait d'une certaine manière. Mais j'entends. Non, mais c'est vrai qu'on entend chez vous un peu cette nostalgie d'une époque qui n'existe plus d'ailleurs. Ça ne serait plus possible aujourd'hui si on. On est dans les dialogues d'Audiard là aussi. Oui, on est aussi dans ces films de Lautner, etc. Mais c'est ce que je trouve aussi sympathique dans ce livre, c'est que ça nous ramène à des choses qui n'existeront plus jamais, mais qui ont existé et qui quelque part montraient que c'était une autre époque. Aujourd'hui, malheureusement, ça serait pas possible. Je pense que les femmes ne seraient plus... Mais en même temps, la question de la prostitution aujourd'hui n'est toujours pas réglée. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait quand même... moi, je sais que j'ai été reçue il y a 2 ans à l'Assemblée nationale pour évoquer le sujet. On n'avance pas et actuellement, il y a beaucoup trop d'esclavage sexuel qui est inacceptable dans notre pays. En tout cas, merci Nicolas Charbonneau. Ça s'appelle Le roman des maisons closes. C'est aux éditions du Rocher. Et puis, c'est un livre de poche, donc ça peut... Et puis, je pense que c'est un livre qu'on peut lire en couple, qui peut donner des idées au couple. Ça peut être rigolo. Merci beaucoup, Nicolas Charbonneau. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant pour conclure. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est toujours avec Philippe Arlin que nous sommes pour évoquer la sexualité des hommes et la sexualité des hommes qui ont pris un peu d'âge, ce qui est peut-être votre cas, Jean. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Jean. Je vous demande pas votre âge. Vous me le dites si vous voulez. J'ai 61 ans et demi, alors ça me gêne pas. Ah, on dit encore et demi à 60 ans, Jean? Oui, ou 3/4, ou comme vous voulez. Oui, bon, moi, en parlant de ma sexualité, quand j'ai commencé, j'étais adolescent, j'y connaissais rien comme tout le monde. Puis après, avec l'avancée dans la vie, j'ai découvert de plus en plus de choses avec mes différentes compagnes. Et puis maintenant, je suis avec quelqu'un depuis 33 ans. Et on a évolué tranquillement dans notre sexualité. On a même été à faire des choses que les autres couples ne font pas forcément, la majorité. Après, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, par exemple, on est curieux. On est curieux, bien sûr. Un peu toutes les positions, tout ce qu'on peut imaginer. Après, on a fait de l'échangisme. Après, ça s'est arrêté suite à ça complètement, pendant un certain nombre d'années. Et puis, tout doucement, ça reprend suite au... Mais ce que je trouve pas mal, vous voyez, je vais faire un petit, excusez-moi, une aparté, mais ce que je trouve pas mal dans un couple au long cours, à un moment donné, d'avoir essayé l'échangisme, ça permet de se rendre compte que finalement, faire l'amour avec d'autres personnes, bon, c'est peut être fan sur le moment, mais au fond, c'est pas finalement si génial que ça. Quand on a une bonne partenaire sous la main, c'est pas mal de la garder. Je suis complètement d'accord avec vous, parce que l'échangisme, je dirais que moi, en tant qu'homme, moi, c'est plutôt voir, par exemple, 2 femmes ensemble ou les échanges et tout ça. C'est plus visuel qu'autre chose, c'est plus intellectuel. Bien sûr. J'ai pas vraiment, moi, personnellement, du plaisir à faire ça, mais
de voir qu'on a fait ça, moi et ma compagne, ça a libéré. C'est hyper excitant pour après, quoi, si on peut dire. Voilà. Mais c'est surtout que dans notre esprit, quand on est en couple depuis très longtemps, je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe, mais quand on est en couple depuis très longtemps avec quelqu'un, on se dit peut-être que ce serait mieux avec quelqu'un d'autre, forcément. Et puis il y a ça répond aussi à ce sentiment de liberté dont on peut avoir besoin à un moment, et heureusement il n'y a pas besoin de quitter l'autre pour pouvoir s'amuser un peu, voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais vous le dites très bien, Jean, c'est plus dans la tête que ça va se passer pour nous, l'idée de regarder, de voir, voilà. Alors on vous a coupé, comment ça a évolué. Donc vous dites qu'après il y a eu une pause. Et que là, ça a repris pour quelle raison? Alors, parce qu'on a été voir Philippe Arlin, un grand sexologue à Poitiers, plusieurs fois même. Donc moi, c'est Jean et puis Nathalie. D'accord. Ok, Jean, bonjour Jean. Voilà. J'avais pas reconnu la voix, désolé. Oui, et ça tombe bien, à l'heure qu'il est là, on va pas le dire forcément, ma compagne est à côté de moi, donc si vous voulez son témoignage, vous pouvez l'avoir aussi. Alors justement, c'est intéressant, Jean, merci de témoigner. Vous avez été voir Philippe Arlin donc, pour des questions de sexualité? Bien sûr, oui, justement pour l'endormissement du désir de ma compagne, par exemple. D'accord. Parce que moi, j'ai toujours les mêmes désirs depuis que je suis adolescent, hein. Il n'y a rien qu'à changer, que ce soit dans ma tête, que ce soit physiquement, dans mon érection, ou je suis toujours... D'accord. Et alors, en quoi le fait d'aller voir Philippe Arlin vous a aidé à reprendre? Parce que je suppose que si vous témoignez, c'est que ça va mieux, sinon... Oui, depuis à peu près un an, depuis que ma compagne a vu Philippe Arlin, tant on l'a vu séparément, on l'a vu ensemble, après il a vu ma compagne séparément la dernière fois. Eh bien, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, hein, j'ai pas assisté. Ah, je ne vous le dirai pas. Ça va beaucoup mieux, mais non, mais c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais je peux vous la passer. Non, mais vous pouvez remercier Philippe Arlin, parce que si ça va, ça va beaucoup mieux, vous en profitez. Je le fais à chaque fois, hein, parce qu'à chaque fois, c'est super. Hein, ce qui se passe avec Monsieur Arlin, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je suis bien d'accord, c'est bien pour ça qu'il est avec moi à l'émission. Oui. Hein. Voilà, mais je l'ai connu grâce à vous, hein, autrement je ne connaîtrais pas. Hein. Oui, merci à tous les deux. Hein. Non, mais voyez, mais en tout cas, non, mais là, on plaisante un peu, mais votre témoignage, il est important parce que ça montre bien que vous vous aimiez, mais que vous étiez dans une impasse et qu'il a, à ce moment-là, il fallait quelqu'un pour faire redémarrer la voiture, si je puis dire. Alors, en l'occurrence, c'est la libido, mais le moteur était en panne. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, ça redémarre tout doucement. Mais on veut bien entendre Nathalie, il n'y a pas de problème, Jean. Ah ben, je vous la passe. Hein. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle est timide, Nathalie. Oui, c'est ça, oui. Philippe la connaît un peu. Oui, non, faut surtout pas. Si elle n'a pas envie de parler. On va pas la forcer. Mais moi, je vous remercie de votre témoignage, mais je veux juste préciser quelque chose. C'est que, effectivement, que ça soit avec moi ou avec un autre, c'est important de faire un travail et c'est important de se remettre en cause dans sa sexualité, de comprendre. On n'est pas condamné quand on a perdu son désir, mais on peut se condamner soi-même. Donc, ce que Nathalie a fait, c'est qu'elle a aussi accepté de venir entendre ce que j'avais à lui dire. Elle a aussi accepté de vous accompagner, Jean. Elle a aussi accepté plein de choses. Donc, c'est aussi ça. C'est toujours un travail à deux. C'est-à-dire qu'il faut ne pas se sentir condamné. Et tant mieux. Et merci de votre témoignage. Et je le répète régulièrement, il y a des solutions. Oui, moi je veux rajouter quelque chose. Allez-y, parce que moi, faire l'amour avec quelqu'un, c'est à condition qu'il y ait des sentiments. Donc pour ma compagne, j'ai énormément de sentiments depuis tout le temps. Donc moi, j'imaginais pas, même si son désir s'était éteint, ne pas trouver la solution de nous faire aider par quelqu'un. Parce que c'est tellement bien, tellement bon d'être avec quelqu'un qu'on aime, que je vois pas l'intérêt d'aller voir ailleurs. Parce que c'est juste, la sexualité, c'est un point par rapport à la totalité. Et donc... c'est bête de gâcher une histoire de 33 ans, par exemple. Pour ce point-là, oui, bien sûr. Majeur, mais parce que vous l'avez dit, la sexualité, c'est de l'amour, sinon c'est du sexe. Et vous aviez envie de sexualité avec votre femme, avec Nathalie, et vous n'aviez pas envie de sexe. Voilà. Et ça a toujours été mon leitmotiv toute ma vie, que ce soit avec elle ou avant, avec mes précédentes compagnes. Hein. Ça n'a pas changé.
Et contrairement à ce que croient les femmes, parfois, beaucoup d'hommes sont comme Jean, et tous les hommes ne sont pas à penser qu'au sexe. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup, Jean, de ce témoignage. Merci pour Philippe Arlin de lui avoir rendu hommage, parce que c'est vrai que moi, je fais le travail en lumière, mais vous, les sexothérapeutes, vous faites le travail dans l'ombre, et c'est bien de temps en temps qu'on se rende compte que ça sert à quelque chose et que ça marche. Merci. Philippe Arlin. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Lundi, on sera avec Bruno Martin. Alors, c'est intéressant parce qu'on va parler du langage différent des hommes et des femmes sur le plan émotionnel. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses à dire et ça va peut-être aider aussi beaucoup les couples qui nous écoutent.